Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 83e review consacrée à l'anime Daino Daiboken. Cet épisode intitulé Les dernières volontés de Baran a été diffusé le 25 juin 2022 et explique les raisons de Larart à prêter main forte à la coterie de héros et des tentacules. Il adapte du début du chapitre 287 jusqu'aux premières pages du chapitre 290, continuant ainsi le splendide volume 31 du manga. Mais quel cover de malade! Bonjour, ici le staff. L'épisode de cette semaine a une nouvelle fois été sous-traité chez le studio Voln avec une réalisation de Kayo Nayamada. Pour sa 7ème participation, c'est la première fois qu'on lui confie le storyboard. Le résultat est très satisfaisant et c'est sans doute l'un de ses meilleurs épisodes. Comme pour le 67, nous retrouvons également Mika Takahashi à la direction de l'animation. Celle-ci est épaulée de Mari Futamatsu et Nao Otsuki. Katsumi Tamegai s'est chargé de la supervision avec l'aide d'Emiko Miyamoto, qui semble revenir bien plus souvent pour assurer quelques corrections. Allez, il est temps d'analyser cet épisode avec un chevalier d'éther et une princesse capturée par un appendice interdit. Yamete. L'épisode débute tandis qu'un sort de soin apparaît à l'écran. Le manga présentait ce passage sous une forme différente qui rappelait davantage la forme d'un choc. Le guerrier immortel est de nouveau parmi nous et ouvre petit à petit les yeux. Sa vue est encore floue pour marquer son état lamentable. Dans la page d'origine, un effet graphique était appliqué pour présenter cette sensation de faiblesse. Comme indiqué par Chiu, Beast a envoyé des tas de sorts de soin sur le BG pour le remettre sur pied. Quant à Im, il applique avec une certaine légèreté sa main sur le crâne du maître de Mam. S'il était au courant qu'il s'agissait d'un des combattants légendaires, on n'est pas certain qu'il se permettrait cette familiarité. Étant donné qu'il est devenu un être vivant, le pion a aussi pu être guéri par des magies de guérison. Maître Brokina le compare ainsi à un roi gluant de métal. L'épisode nous propose un arrière-plan chatoyant qui reprend le fond de la case originale du manga qui le présentait les monstres de la même façon. Im n'a pas tant l'air d'apprécier cette comparaison et tire une tête amusante qui reprend les traits humoristiques de la case de base. Pourtant, l'heure n'est pas à la rigolade et Beast annonce à Yunkel que ses innombrables combats ont trop fragilisé son squelette. Il ne pourra malheureusement plus se battre. Dans le manga, cette annonce était réalisée avec un fond noir pour marquer la gravité de ses blessures. Avec son énorme QI, Yunkel comprend bien que l'étrange fantôme n'est pas n'importe qui. Mais Beast fait semblant de n'être qu'un membre normal du commando des carnassiers. À la base, cette réponse était accompagnée d'un arrière-plan qui soulignait la légèreté du personnage. Le BG accepte sa condition, car il a pu gagner quelque chose d'inestimable, un nouvel ami en la personne de Im. Le pion semble touché par cette déclaration. D'ailleurs, à la base, son regard en perdait ses pupilles, et il entrait dans une de ses rares introspections. Le guerrier mortel demande à Crocodile de le porter, pour pouvoir assister à la victoire finale de Dai sur Vern. Dans cet épisode, un magnifique plan du héros de dos nous est proposé pour illustrer sa consécration. Dans le manga, la mise en scène était plus timide et se concentrait sur Yunkel sans arrière-plan particulier ou de planche avec Dai. Le roi des carnassiers accepte sa requête. De toute façon, le BG serait prêt à ramper sur le sol pour retrouver ses frères d'armes. La page initiale du manga présentait un visage très jovial de l'ancien légat, tandis qu'il tendait sa main, ce qui a été atténué ici. Contre toute attente, Im décide de porter son ancien adversaire. En attendant son rétablissement, il lui promet de se battre à sa place. Dans le manga, le visage de profil de Im à ce moment-là était calme et déterminé, et on pouvait ressentir combien ce combat l'avait changé. Chiu est impressionné par le tempérament du pion et décide de l'intégrer à son commando. Ça n'est pas vraiment au goût de Im, qui le traite de Minus, mais notre rongeur lui rappelle qu'il doit dorénavant l'appeler Capitaine. Le design de notre gros rat reprend parfaitement la planche d'origine. C'est décidé, Chiu dessine avec son pinceau magique le numéro du pion directement sur son corps. Le pauvre hurle et sa réaction reprend vraiment bien la planche originale, qui était franchement marrante. Une case n'a d'ailleurs pas été adaptée, dans laquelle on voyait Yunkel en arrière-plan, et le nouveau duo comique se disputer. Le BG avec son regard de BG regarde au loin, et compte bien sur Larart pour assister Dai. Dans le manga, une magnifique planche nous présentait le chevaucheur des terres repris dans cette adaptation avec un beau travail sur la luminosité. L'épisode nous propose aussi un plan sur son fessier musclé. Quel homme non. Quel démon. Ah, non plus. Bon, vous avez compris. Son visage s'adoucit tandis qu'il regarde Dai, ce qui rappellera le regard de Baran qui changeait aussi dès qu'il regardait son fils. Le guerrier dragon annonce à la trompe que Yunkel a dû dépenser toutes ses forces dans la bataille et s'est écroulé. Il les rassure tout de même sur son état en souriant. Après tout, il s'agit du guerrier immortel. Pour autant, Larart n'est pas décidé à s'allier à l'équipe. La mise en scène nous régale d'un plan de profil esthétique avec des ombrages maîtrisés, tandis que le guerrier pose un genou à terre devant Dai. La pose reprend bien celle du manga, bien que Larart ait la tête plus inclinée ici que dans la planche originale. Il paraît donc moins massif que dans la case de base, ce qui correspond probablement davantage à son nature svelte et élancée. Le guerrier dragon prête son allégeance éternelle à son nouveau maître, qu'il nomme par son nom de naissance, Dino. Le regard qu'il lance à Dai est différent de la case initiale, en particulier la forme des yeux qui semblait plus fin dans le manga.
La réaction de Dai est bien marrante, le petit héros est bien gêné devant la soumission d'un aussi grand guerrier. Ses traits sont encore plus marqués que dans la planche de base pour notre plus grand plaisir. Le chevaucheur des terres ne désire pas être un allié de la coterie des héros, mais bel et bien être un soldat aux ordres du chevalier dragon. Dans cet épisode, les sous-titres parlent d'être un de ces hommes, mais dans la version française de Tonkam, il était question de serviteur. Ce terme est probablement plus adéquat, étant donné que la Rarte accepte une totale subordination. Dans la case initiale, Dai tiquait d'ailleurs sur ce terme avec un arrière-plan qui illustrait son désarroi. Après tout, ça n'est pas du tout comme ça qu'il voit les relations dans une équipe. Il n'a même pas le temps de répondre que Miss Vern réapparaît au milieu d'une lumière aveuglante. Dans le manga, une colonne lumineuse apparaissait derrière les protagonistes, mais l'effet est encore plus impressionnant dans cet épisode. Cependant, on pouvait aussi voir la réaction des personnages sur son retour, ce qui n'est plus lisible dans cette adaptation. La Rarte en profite pour demander à son maître Dino son premier ordre, tuer Mr. Vern. Le travail sur la luminosité est convaincant, et met bien en valeur la classe du chevaucheur des terres. C'est sur cet instant que se terminait le chapitre 287 du manga, avec un Lararte au maximum de son charisme. Quel flot de zinzin! L'éminence grise ne supporte pas l'arrogance du guerrier dragon, et sa trahison envers les armées du mal. Ses yeux s'illuminent, ce qui reprend la direction artistique de la case originale. Pourtant, Lararte lui rappelle qu'il n'a jamais été aux ordres de Vern, et qu'il n'a jamais servi personne d'autre que Baran. Cet épisode nous propose un plan esthétique avec son ancien maître et les deux autres guerriers dragons. Afin de prouver sa puissance, Lararte se désarme et avance lentement vers Myst. L'éminence grise utilise ses doigts pour le transpercer lors d'une animation vraiment très soignée, mais le guerrier dragon disparaît aussitôt. Dans le manga, on avait l'impression qu'il se faisait transpercer de part en part. Pourtant, il réapparaît immédiatement aux côtés de Dai. Étant une experte du combat rapproché, Mam explique que Lararte a pu bouger tellement vite qu'il a créé une image rémanente de son corps. Cela rappellera probablement à certains les techniques utilisées dans Dragon Ball, dans les combats du Tenkaichi Budokai. Myst comprend immédiatement que Lararte est d'un niveau très élevé, peut-être même aussi puissant que Lundberg. Le chevaucheur des terres conjure Dai de lui faire confiance et d'aller combattre Vern pour le bien des habitants de la Terre. Un flashback nous ramène alors lors de la résurrection de Lararte. L'ambiance y est calme et apaisante, avec un beau travail sur les décors et la lumière. On découvre alors les dernières volontés de Baran confiées dans une lettre. La direction artistique reprend la case de base, dans laquelle on pouvait voir le visage du fier chevalier dragon au-dessus du papier, comme s'il parlait directement. On sera peut-être un peu surpris dans cette adaptation par les traits grossiers des caractères de la lettre. Dans l'univers de Dai no Daiboken, l'écriture est beaucoup plus élégante et fine que cela, comme on pouvait le voir dans la case d'origine. Baran dit adieu à celui qu'il considérait comme son second fils, Lararte. À la lecture de ces dernières paroles, la planche d'origine nous présentait Lararte pleurer à chaudes larmes. Cela a été repris dans cette adaptation, avec quelques secondes inédites nous présentant la vie du démon métis, lorsque Baran l'a recueilli, puis entraîné. Quelques secondes certes, mais un véritable bonbon pour les amateurs du personnage. Les larmes du jeune homme en disent long sur la profondeur des relations qu'il entretenait avec le chevalier dragon, et tout comme Dai, il aura lui aussi perdu un père. Dans le manga, alors qu'ils se souriaient l'un l'autre, le même effet d'arrière-plan accompagnait les personnages, comme pour symboliser le lien qui les unissait. Notre jeune héros donne l'ordre à Lararte d'aider ses frères d'armes à vaincre Miss Vern. Cependant, avant de partir, il demande à l'appeler Dai, et non plus Dino. Son vrai nom lui rappelle trop son père, et ravive la blessure de sa disparition. Une musique héroïque retentit tandis que notre petit héros court vers son dernier combat. Le chevaucheur des terres met les choses au clair avec Pop et Mam. C'est lui qui donnera les ordres, et prend le commandement de l'équipe. Le guerrier dragon est ultra classe, et la case d'origine le mettait au centre du jeu. En quelques chapitres, le personnage est revenu en force. Et notre archimage ne semble guère apprécier qu'un nouveau poseur lui donne des ordres. Sa petite moue reprend d'ailleurs bien celle qui avait été proposée dans le manga. Pauvre Pop, à peine Yunkel disparaît qu'un nouveau BG débarque, il a vraiment pas de bol. De son côté, Dai court vers son dernier combat et rend hommage aux combattants qui se battent pour lui. De magnifiques animations nous présentent les différents protagonistes en train de livrer bataille. On s'en prend plein les yeux et la musique nous emporte. Cela reprend la magnifique page du manga qui nous montrait l'ensemble des forces données à fond pour le héros. Un incroyable travelling vertical nous régale avec la plupart des personnages de l'intrigue, même Adlar apparaît. On s'aperçoit alors que ce magnifique patchwork forme la traînée laissée par les pas de Dai. C'est une excellente direction artistique, belle et profonde, et la mélodie de Yuki Hayashi l'accompagne à la perfection. Dai no Daiboken est un manga disposant de personnages hauts en couleur, et ce travelling est sans aucun doute l'un des meilleurs moments de l'épisode. Le manga était beaucoup plus classique, et bien qu'il nous montrait la détermination du héros avec Gomé en tête, on ne peut qu'applaudir le travail de cette adaptation sur ce passage. Ça y est, la dernière ligne droite est devant lui, et Dai ne pourra plus reculer. Alors que Dai et Leona se retrouvent dehors, une sinistre voix se fait entendre. Dans le manga, ce passage était marqué par une bulle de texte semblant sortir du néant. On pouvait alors y voir Vern, en train de boire du vin comme à son habitude. Le dieu du mal invitait le héros à l'affronter, ce qui concluait le chapitre 288 du manga. L'empereur est magnifique dans cet épisode, avec de beaux effets de lumière sur ses yeux, comme si l'excitation du combat à venir pouvait se lire dans son regard. Tandis qu'il provoque Dai, l'équipe nous régale d'un superbe plan sur la tour. Le travail sur le décor est splendide, et on sent que ce ne sera pas de tout repos de monter tous ces escaliers.
L'ambiance du manga était aussi terrible, avec Dai sur un fond noir sentant l'oppression de l'invitation du dieu du mal. Alors que le duo monte les escaliers, Vern nargue Dai en lui rappelant à quel point les chevaliers dragons portent malheur aux femmes qui les accompagnent. Le dieu du mal utilise tous les moyens pour affaiblir son adversaire, y compris la torture psychologique. Alors que le chemin continue, un tentacule apparaît derrière eux, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Ici, la scène dure quelques secondes et on voit bien le sinistre organe. Dans le manga, ce passage était bien plus subtil. Ainsi, on pouvait y voir le tentacule qu'en bas d'une des cases, accompagné d'un petit texte pour illustrer son bruit. Les lecteurs les plus pressés pouvaient très bien passer à côté, tandis qu'ici la mise en scène illustre de façon plus explicite le danger à venir. Et d'un coup, Dai s'arrête pour donner à Leona la dernière dague de Papnika en sa possession. Après tout, le combat final n'est plus très loin et il ne pourra peut-être pas veiller sur elle. Dans le manga, quand la princesse comprenait qu'elle allait devoir se protéger d'elle-même, un zoom sur son œil marquait sa surprise. Le jeune héros pense qu'il en demande peut-être trop, mais au contraire, la princesse est bouleversée par son attitude. Alors qu'elle le prend dans ses bras, l'épisode nous propose une mise en scène intimiste. Un travail sur les ombrages et les couleurs crée une atmosphère particulière entre les deux personnages, et l'animation nous permet d'en voir à combien Leona sert le héros contre elle. Le manga présentait un arrière-plan flouté autour des personnages pour illustrer ce passage, et on pouvait voir combien le jeune homme se sentait gêné. L'épisode prend son temps pour marquer ce passage, tandis que les deux héros baignent dans la lumière du soleil. Après tout, ils vivent peut-être le crépuscule de leur existence. Les souvenirs se bousculent pour notre protagoniste, et ils se rappellent leur première rencontre. Dans l'œuvre originale, ce passage était marqué par un patchwork de cases issues du premier volume. Le style de Koji Inada avait beaucoup évolué entre le tome 1 et le tome 31 du manga. On pouvait ressentir en même temps que les personnages une douce sensation de nostalgie en se rappelant ces moments. Cette émotion est encore plus grande quand la princesse se rappelle qu'au tout début, Dai avait du mal à vaincre un simple scorpion géant. Quelle évolution en si peu de temps! Le petit héros confie à la princesse qu'à l'époque, il sentait son cœur battre à tout rompre juste à l'idée de pouvoir faire visiter son île à une visiteuse. Mais à présent, son cœur est serré, alors qu'il s'apprête à combattre le plus terrible ennemi de l'humanité. Alors que Dai passe devant Leona, un ralenti présente le jeune homme, et la princesse réalise combien il a dû grandir, pour passer d'un jeune garçon insouciant et intrépide à un héros porteur d'espoir. Et tout à coup, des choses typiquement japonaises s'emparent de la jeune fille. Des tentacules! Et comme bien souvent dans l'animation japonaise, elle immobilise chacun de ses membres et l'empêche d'hurler. Ce passage dans le manga était marquant, on passait d'une Leona posée à un mouvement de tentacules ultra rapide. La sensation de vitesse autour de sa capacité était saisissante. La princesse tente de faire signe à Dai, mais c'est peine perdue. Encore une fois dans cet épisode, le travail sur les ombrages est splendide et rappellera furieusement la touche des années 90. Heureusement, Gome-chan est là. Notre slime se retourne en voyant la princesse en mauvaise posture et alerte Dai. On se le cachera pas, cette scène est assez particulière et fait furieusement penser à du hentai. Et c'est peut-être un des moments qui aura mis mal à l'aise certains lecteurs de l'époque. Quand on regardait la case de la pauvre princesse maintenue dans le ciel par des tentacules, on était en droit de se demander si on n'avait pas acheté une version olé olé du manga. De son côté, Vern avoue qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Un monstre aurait-il pris une initiative inattendue? La princesse est emportée à l'intérieur de la tour, et Dai la poursuit en s'envolant avec classe. Et tout comme dans le manga, on ne voit pas les décors autour du jeune homme, mais la structure nous fait penser à une forme de tunnel. Dai se retrouve dans une énorme pièce circulaire et le plan est magnifique. Il reprend à la perfection la double page du manga qui nous permettait de constater l'immensité du lieu par rapport à la taille de notre héros. C'est là-dessus que se terminait le chapitre 289 du manga. La luminosité rougeâtre rappelle la direction artistique de l'épisode 41 avec les yeux du Kiganjo et marque le côté malsain de ce passage. Et la musique oppressante souligne d'autant plus son côté stressant et horrifique. L'épisode se termine alors que Gome tente de sauver la princesse en mordant le tentacule. Mais un énorme œil apparaît à côté d'elle. La pauvre princesse reste bouche bée d'effroi. Les traits des dessins sont splendides et Dai se demande bien ce qu'il a devant lui. Serait-ce un être vivant? Comment va-t-il délivrer la princesse? Réponse la semaine prochaine. Cet épisode a proposé un résultat très convaincant et il est difficile de lui trouver quelque chose à redire. Il nous a proposé d'excellents moments rendant hommage aux différents protagonistes. Ainsi, l'humour de Chu a été bien conservé et sa relation loufoque avec Im a été bien adaptée. Le chevaucheur des terres garde une classe folle et un bon travail a été réalisé sur de nombreux plans pour le rendre aussi charismatique que dans le manga. La scène portant sur sa résurrection a pris du temps pour marquer sa relation particulière avec Baran. Les quelques secondes ajoutées pour nous montrer les moments clés de sa vie avec le Chevalier Dragon seront une bénédiction pour les fans. De façon générale, de nombreuses scènes ont bénéficié d'une direction artistique convaincante. Le travelling de l'ensemble des personnages pour symboliser la traînée des pas de Dai est une excellente idée et donne une signification toute particulière à leur sacrifice. La présentation de la tour de l'hégémonie a aussi bénéficié d'un soin tout particulier. On sent vraiment que c'est la dernière ligne droite. Enfin, la relation entre Leona et Dai a aussi été bien traitée.
avec de nombreux plans sur les deux héros et une sensation de nostalgie lorsqu'ils évoquent leurs premiers moments. Un des gros moments de l'épisode est évidemment la scène dans laquelle Léona est faite prisonnière par de gros tentacules. Cela mettra peut-être certaines personnes mal à l'aise, et il serait malhonnête de ne pas faire de parallèle avec des hentai populaires de l'époque. Cette sensation de malaise est aussi palpable dans cet épisode que dans le manga. On peut donc dire que l'adaptation est réussie. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode 83 ? Cette 83e review désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.